Donc comment on peut se préparer par rapport à ce fichier? Eh bien, il y a un certain nombre de principes qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc d'abord, et on va voir que tout de suite il y a les principes, et dans 2 ou 3 slides plus loin on va voir déjà certaines dérogations qui sont prévues, mais c'est que l'administration raisonne vraiment par rapport à la logique du code de commerce à la base, c'est-à-dire qu'on a un livre journal unique, donc on a un fichier unique, donc un fichier par exercice. Ce fichier puisque c'est un livre journal, eh bien on a des écritures qui sont classées par ordre chronologique de validation. C'est vraiment la définition d'un livre journal. Il va inclure les écritures après opération d'inventaire, c'est-à-dire tous les calculs d'amortissement, toutes les dépréciations IMO diverses et variées. Hors écriture de centralisation, si vous êtes par exemple dans ce qu'on appelle le système centralisateur à la française, vous avez un journal centralisateur et des journaux auxiliaires, vente, achat, etc. Normalement, si on respecte à la lettre l'arrêté tel qu'il est prévu, il faudra extourner du fichier principal les écritures de centralisation et remplacer par les écritures de détail qui sont dans les journaux auxiliaires. Ça, c'est le principe. On verra que pour les gros volumes, et notamment les grandes entreprises, et il y en a beaucoup ici qui sont vérifiés par la DVNI, on pourra continuer à garder le système journal principal, journal centralisateur et journaux auxiliaires. Mais la règle, c'est un fichier unique. Hors écriture de solde de compte de charge, ça veut dire que l'administration ne veut pas les toutes dernières écritures qu'on passe dans les comptabilités générales. Elle s'amusera à les passer elle-même dans l'outil low-code qu'elle a conçu. Donc ça veut dire le débit du compte 12 par le crédit des comptes de classe 6 et à l'inverse, le crédit des comptes de classe 7 par le crédit du compte 12. Et alors, dans le fichier, même l'administration, quand même, là-dessus, des fois, se laisse emporter. Eux parlent des écritures de reprise de solde de l'exercice antérieur. Ça, c'est une pratique, normalement, là aussi, si on est en comptabilité, c'est quoi la dernière écriture de l'exercice que vous passez et c'est quoi la première écriture de l'exercice suivant que vous passez? Ça correspond à ça, concrètement, en droit comptable, la clôture. La clôture, c'est qu'à la fin de l'exercice, vous passez une écriture de solde, vous soldez tous vos comptes d'actifs par vos comptes de passifs. Vous débitez tous les comptes de passifs et vous créditez tous les comptes d'actifs et vous arrivez à 0. Ça, c'est la clôture. Et l'ouverture de la période suivante, c'est je débite tous mes comptes d'actifs par le crédit de tous mes comptes de passifs. Formellement, en comptabilité, c'est comme ça que c'est censé se présenter. De fait, si vous ne passez pas cette écriture, vous continuez avec vos soldes et ça revient pratiquement au même. Mais du point de vue juridique, ce n'est pas la même chose. Et très souvent, dans les ERP, surtout ceux qui sont d'origine anglo-saxonne, on fait des arrêtés de compte, mais on ne fait pas de clôture. Donc ça veut dire que dans le fichier d'écriture comptable, entre guillemets, vous ne trouvez pas cette écriture d'à nouveau. Ça veut dire qu'en pratique, quand vous allez créer votre fichier d'écriture comptable, il va vraisemblablement, et ça, il faudra le documenter, ce n'est pas un problème, il faudra le dire à l'administration, créer un journal qui n'existe pas forcément dans votre système, qui s'appellera le journal des à nouveau, qui contiendra une et une seule écriture, qui fera peut-être 4000 ou 5000 lignes si votre plan de compte compte 5000 comptes, et dans laquelle vous aurez l'écriture d'ouverture qui consiste à prendre le débit des comptes d'actifs, le crédit des comptes de passifs. Et donc, en fait, vous créerez une écriture qui sera la première du fichier remis à l'administration et qui aura le même format que les autres, sauf que le numéro de la pièce, ça sera 1, et il n'y en aura qu'une, il n'y en aura pas 2. Ça sera sur les dates, la date, ça sera le premier jour de l'exercice, et ainsi de suite. On va remplir les zones. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de considérations qui sont purement comptables et maintenant fiscales qu'il va falloir intégrer puisque la plupart de vos systèmes ne les prennent pas forcément en considération initialement. Donc là, sans rentrer forcément dans le détail, on va parcourir rapidement. Voilà, ça c'est le format qui normalement, encore une fois, sauf si le ministre veut faire œuvre créatrice où il a encore la possibilité de changer quelque chose, mais c'est normalement ce qui est arrivé sur son bureau. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en synthèse dans le même document, les 3 colonnes de gauche, c'est en fait le format qui est dans l'arrêté, et les observations, c'est ce qu'ils ont mentionné dans quelque chose qui s'appelle la notice, et qui servira de base à l'écriture du bulletin officiel des finances publiques qui viendra commenter tout ça un peu plus tard.
Donc on voit, on a un code journal. Voilà, est-ce que ça sera un journal d'achat, vente ou un type document dans SAP, ce qui revient en pratique au même. Voilà, type de pièce. Le libellé du journal, le numéro sur une séquence continue de l'écriture comptable. Donc là, ils ont pris la peine de préciser qu'effectivement, il devrait y avoir une seule et unique chronologie. Maintenant, ils sont tout à fait conscients qu'effectivement, des chronos par journaux, c'est la pratique en fait, et il n'y a pas une chronologie continue. Par contre, l'élément qui est important, c'est que même au sein d'un journal, vous avez parfois des ruptures de séquence sur les numéros. Et notamment, ça peut être des écritures de classe 8 et 9 qui vont venir prendre ces numéros. En soi, ce n'est pas un problème à partir du moment où on a une documentation, on explique le principe et qu'on justifie pourquoi on a des ruptures de séquence. Parfois, il n'y a pas d'explication et c'est un petit peu plus gênant. La date de comptabilisation de l'écriture, donc la date comptable de la période, le numéro du compte en plan comptable général français, ça c'est important, avec le libellé. Alors il y a un point, oui, je suis passé un peu vite sur un slide tout à l'heure sur le droit, parce que je vois le libellé du compte et on arrive sur des libellés sur des textes. Vous verrez en reparcourant les slides qu'il y a quand même une disposition du code de commerce. Ça me surprend toujours quand j'ai des clients qui me disent est-ce qu'on peut présenter une compta en anglais, en sanskrit ou en, voilà. Le code de commerce, il dit que la compta, c'est en français. Le code de commerce, il dit les documents, ils sont conservés 10 ans. Ça, c'est une autre question. On dit, mais c'est rétroactif, on nous demande de faire des fichiers. Non, on vous demande d'aller chercher des infos que vous devez de toute façon conserver 10 ans. Donc, on vous demande de faire du picking dans quelque chose, mais on ne vous demande pas de générer une information supplémentaire. L'info qu'on vous demande de mettre dans ce fichier d'écriture comptable, si vous ne l'avez pas, vous êtes en contravention avec la loi. Ça, c'est clair. Donc, le libellé du compte, le numéro de compte auxiliaire et le libellé de compte auxiliaire, ça peut servir à deux choses. Là, officiellement, ils ont mis, c'est que c'est vrai dans les outils d'administration des ventes, donc compta client, compta fournisseur également. Très souvent, les entreprises ne numérotent pas les comptes des clients et des fournisseurs en respectant 411 pour un client, 401 pour un fournisseur. On a une numérotation interne. Donc c'est ça qu'ils appellent les comptes auxiliaires et ils ont besoin, puisqu'on reprend le journal des ventes, le journal des achats au niveau le plus détaillé, on a besoin de savoir de quel client ou de quel fournisseur il s'agit. Voilà. Ça peut être utilisé aussi. Moi j'ai beaucoup de clients qui sont des filiales de sociétés étrangères qui tiennent leur plan de compte principal en US GAAP ou en IFRS. Et là, la difficulté, souvent, c'est que quand vous discutez avec un comptable, plan comptable général français, ça éveille pas beaucoup de choses dans son esprit. Donc, il vaut mieux lui donner le numéro du compte US GAAP ou le numéro du compte IFRS. Et là, il va réagir immédiatement, ça va lui parler davantage. Donc, on peut aussi utiliser ce champ-là pour faciliter le dialogue ultérieurement avec l'administration. On parlait tout à l'heure, donc, l'obligation d'avoir des références de pièces justificatives. Bon, clairement, la référence de la pièce, la date de la pièce, le libellé de l'écriture comptable. Donc là aussi, normalement, un libellé qui dans le système doit jamais être modifiable. Montant débit, montant crédit, avec une possibilité d'utiliser des champs signés. Hein, je ne rentre pas dans le détail si on ne veut pas le faire en débit et crédit, donc c'est prévu. Et puis le lettrage de l'écriture et la date du lettrage, ça c'est surtout utilisé, donc encore une fois à blanc si non utilisé, ça veut dire que si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Cela dit, l'administration par exemple dans ce cas-là, ça l'intéresse essentiellement pour des contrôles TVA, notamment quand on est à la TVA sur les encaissements pour les prestataires de services, puisqu'on se sert de la date de lettrage pour savoir à partir de quand la TVA est exigible ou déductible, selon qu'on est chez le client ou chez le fournisseur. Donc la date de validation, très importante, c'est-à-dire la date à partir de laquelle votre écriture est devenue définitive, c'est-à-dire que normalement elle ne doit plus être modifiée après cette date. Et puis pour ceux qui ont des montants en devises, le montant en devises et l'identifiant de la devise pour ceux qui ont des comptas en devises étrangères. À partir de ce fichier-là, qu'est-ce qu'elle va faire l'administration? Clairement, elle ne cherche pas un redressement immédiat dans le fichier, elle a l'outil fondamental qui va lui permettre de répondre à la première question dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que les conditions de forme, est-ce que votre comptabilité est régulière en la forme? Et donc elle va faire, nous au cabinet on a mis en place une batterie de tests, on a entre 15 et 20 tests qu'on passe sur ces fichiers-là, et puis à la fin, et ça elle le fera systématiquement, c'est comparaison avec l'alias fiscal, la partie comptable de l'alias fiscal que vous avez souscrite. Donc ça doit,
Le fichier comptable doit permettre d'aboutir à une reconstitution de l'IAS qui est le reflet exact de ce que vous avez déclaré. Si ça ne l'est pas, par exemple, si vous avez considéré Etafi ou OptimiS comme des outils comptables, vous avez passé des écritures autres que des écritures de... Ça aussi, c'est formellement prohibé, mais certaines entreprises le font. Eh bien, dans ce cas-là, il faudra justifier les écarts entre ce que permet de reconstituer le fichier d'écriture comptable et ce que permet d'obtenir, enfin, ce que vous avez déclaré. Voilà. Donc sur ces sujets-là, l'administration va faire des contrôles de cohérence. Par exemple, elle va vérifier que la date de validation de toutes les écritures n'est pas postérieure de plus de 150 jours, 3 mois, 3-4 mois. Hein. Vous clôturez au 31 décembre, vous souscrivez au mois de mai, bien que les écritures d'inventaire ne sont pas d'une date postérieure. Ça se trouve. Ça se trouve, moi j'ai eu un client qui a eu quelques problèmes en contrôle fiscal il y a quelques années de ça, pour une raison toute bête, c'est qu'ils avaient un outil de gestion de leurs immobilisations, ils faisaient tous les calculs d'amortissement avec l'outil de gestion d'immobilisation, ils remplissaient l'alias à partir des infos qui étaient communiquées par cet outil, et ils oubliaient des fois de passer les écritures de dotation aux amortissements dans la comptabilité. Et il les passait 1 an, 2 ans plus tard. C'était une filiale française de société américaine, donc pour les Américains, c'est pas franchement un souci. Sauf que pour le vérificateur, ça en a été un, parce que quand il a regardé les dates de validation, il a vu que c'était passé plus d'1 an après la clôture, principe de spécialité des exercices, rejet des charges. Donc toutes les dotations aux amortissements ont été rejetées. Voilà. Donc voilà le type de contrôle. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend tous les comptes 21, tous les comptes 28, et on compare que le 21 est bien supérieur ou égal au 28. On a des surprises. Parce que justement, souvent, les calculs sont faits en amont du système comptable, sont faits dans des tableaux Excel, etc. Et il y a des sociétés qui continuent à amortir des biens dont la VNC est à 0. Ça existe, ça se trouve. Ça ne devrait pas exister. Hein. Je suis d'accord avec vous, ça ne devrait pas exister, mais on en trouve. Voilà le genre de choses que l'administration va pouvoir trouver très facilement et dans le détail. Bon, je ne vais pas vous faire tous les types de tests qu'on peut faire. Ce qui est important, c'est que dans l'arrêté lui-même, au chapitre... Oui. Alors, le code est un outil qui n'est pas préprogrammé. C'est-à-dire que moi, j'en ai abondamment discuté avec mes anciens collègues et je comprends leur démarche. Ils ne veulent pas avoir une batterie de tests type. Le code, c'est un outil qui permet d'empiler des niveaux de filtre, de très nombreux niveaux de filtre, de manière à partir du général pour aller mettre le focus sur quelque chose de très simple. Par exemple, ils vont regarder systématiquement toutes les écritures de TVA. Ça, on le sait déjà. Donc, l'élément qui est important, c'est qu'ils disent si on fait des tests automatiques préprogrammés, on connaît nos vérificateurs, ils vont appliquer les tests et puis ils ne vont pas aller regarder ce qui se passe à côté. Donc, ce qu'on veut, c'est leur fournir un outil qui va permettre de les orienter et après de faire le niveau de filtre qu'ils veulent. Donc, en fait, c'est un outil très souple, le code. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec, mais par contre, il n'est pas... Moi, j'ai eu l'occasion de participer à 2-3 présentations de l'outil. Il n'y a pas de filtre préprogrammé ou de requête préprogrammée à l'intérieur. Par contre, l'élément qu'ils vont avoir toujours en référence, et ça, ils iront le chercher en automatique dans les fichiers de la DGFIP, c'est l'alias. C'est-à-dire que le vérificateur, à chaque fois qu'il va ouvrir le code, il aura l'alias dans une fenêtre qu'il pourra ouvrir liée au dossier. Voilà. Alors, ce que je vous disais, c'est qu'ils ont d'ores et déjà prévu quand même quelques aménagements, puisqu'ils voient que quand les volumétries vont être trop élevées, vouloir tout mettre dans un fichier unique, ok. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est la règle, c'est ce qu'on a vu avant, et là, ça se fera en accord avec le service vérificateur, c'est-à-dire dans le cadre du débat contradictoire. En pratique, ce qui va se passer, c'est que quand l'administration va venir pour un contrôle, elle ne va pas taper du poing sur la table, normalement, hein, c'est ce qui est prévu. Après, on verra, on aura toujours des exceptions. Elle ne va pas taper du poing sur la table, il y aura une réunion organisée avec elle pour expliquer le contenu du fichier, comment vous l'avez obtenu, un minimum de doc et le mode d'emploi. C'est-à-dire, effectivement, est-ce que j'ai bien un fichier unique? Si je n'ai pas un fichier unique, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dedans? Et expliquer les réconciliations qu'on fait. Pour les gros volumes, c'est effectivement quelque chose qui est important. Et ils ont prévu même de le faire dans l'autre sens. C'est-à-dire, ce n'est pas l'entreprise qui demande à ce que l'administration accepte qu'elle ait plusieurs fichiers au lieu d'un, c'est l'administration, dans le paragraphe 14, le service vérificateur peut demander que les contribuables remettent plusieurs fichiers.
un journal centralisateur et des journaux auxiliaires. Ça, cette prérogative-là, c'est laissé à la DVNI. Hein. Les seuils qui sont donnés, 152 millions d'euros, 76 millions d'euros, c'est parce que c'est la compétence de vérification de la direction des vérifications nationales. Et puis, il y a des dispositions qui ne seront pas codifiées à l'article A47A, notamment la période sur laquelle porte l'obligation. Puisque, de par la loi, puisque c'est tous les contrôles fiscaux engagés à partir de 2014, on va la faire courte, mais ça porte sur 13, 12 et 11. Le ministre avait pris l'engagement à l'Assemblée à la fin de l'année de dire, bon, bah ok, pour 11 et 12, on n'imposera pas le nouveau format de l'arrêté. D'accord ? Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ce n'est pas une mesure de mansuétude, c'est un peu une mesure en trompe-l'œil. Pourquoi ? Ils veulent imposer l'arrêté que pour 2013. Honnêtement, si vous le faites pour 2013, pourquoi vous allez chercher un format différent pour 2012 et 2011 ? Quand vous discutez avec Bercy, c'est ce qu'ils vous disent. Hein, bon, nous, on prend cette mesure de tempérament. En fait, ça concerne le très petit nombre d'entreprises qui avaient, dans la procédure antérieure, accepté déjà de remettre un fichier d'écriture comptable pour ce qu'on appelait AltoWeb. Si vous aviez accepté de remettre un fichier AltoWeb, eh bien pour 11 et 12, on ne vous obligera pas à utiliser le nouveau format, vous pourrez utiliser les programmes que vous aviez écrits pour répondre aux obligations AltoWeb et donner les fichiers AltoWeb, pour faire quoi. Donc en fait, c'est un peu... pour ça je dis c'est une mesure en trompe-l'œil, parce que ils le disent aussi, il y a une entreprise qui n'a rien prévu, on ne voit pas pourquoi elle s'amuserait à avoir des formats différents et des choses différentes pour 11 et 12, et puis